Bienvenue à la première de Studio Libre. Vous savez, quand on fait des émissions ici à la télévision de la TVC Basse-Lièvre, eh bien, on le fait généralement en régie, avec le gros aiguillard, toute la nomenclature que ça prend pour faire de la télé. Mais pour Studio Libre, j'ai décidé de faire autrement. On va voir maintenant les studios que j'ai rénovés depuis tout l'été. Et vous allez voir ici le studio de l'Informel. Ensuite, le studio André Soucy, nouveau studio de cette année, le studio de Bingo. Et maintenant, allons voir à l'arrière le studio de Studio Libre. Et voilà, à la style radio, je m'assois ici. Et pendant que mon collègue qui tient la caméra présentement s'installe, eh bien, je vous dis bienvenue à Studio Libre. Bien. Et nous revoilà, bien sûr, à Studio Libre. Alors, Jean-François Joannis, qui est mon collègue, vient s'asseoir présentement. Et oui, donc, Jean-François, c'est quand même assez intéressant de voir justement qu'on est capable de faire une émission tout seul. Bien sûr, ça prend quand même de la technique beaucoup. Bien, merci d'être avec moi, Jean-François. Ouais, ça fait plaisir. Merci. Je suis content d'être là. C'est sharp de faire du direct. C'est la première fois que je fais du direct officiellement, en tout cas pour la TVC. La caméra 3 qui, généralement, on va nous donner un bel aperçu du studio. C'est un peu... honnêtement, bravo, parce que ça a été tout un travail que tu faisais à faire. Oui. Puis c'est le fun. J'aime le vintage de la place avec les vieilles affiches. Ben, c'est ça un peu, parce que j'ai fait du ménage cette année et puis je me suis rendu compte que on a des choses, là, ça se peut pas comment on a des artefacts qu'on a pu trouver ici. Et puis justement, pourquoi pas les utiliser? Il y a une pancarte que j'ai trouvée dans littéralement dans un stock room, comme on dit, là. Et puis ça a été assez... drôle de voir ça là. J'ai fait, mon Dieu Seigneur, c'est la pancarte qu'on a vue 40 ans. Donc, je me suis dit, là, ça a été les 50 ans il n'y a pas longtemps. On a quand même... 40 ans qui est celle-là. Toi, tu ne vas pas sur la wide celle-là parce que la GoPro est là, mais sinon, tu as la TVC... c'est quoi TVC, mais le B? TVC Buckingham 5. TVC Buckingham 5. TVC 5, là, même quand moi, il n'y a pas si longtemps, du monde encore, il me disait que pour eux autres, c'était encore la... TVC 5, là, la télé communautaire. Oui, absolument. On a, c'est ça qu'on fait, puis je le fais d'ailleurs aussi, c'est ça le concept, c'est que je le fais moi-même, là, pendant que j'anime, pendant que je te jase, on a des boutons à activer, puis tout ça, puis des logiciels à faire. Donc, c'est vraiment un concept qui m'a atterri dans la tête comme ça. Quand j'étais à la radio, je me dis, il me semble que je suis capable de faire une émission de télé, comme ça, directement. Puis, une console de son, on rajoute la console de vidéo d'aiguillage. Ouais, j'ai un petit peu plus d'ouvrage qu'à la radio, je me dis. Oui, pas mal plus qu'à la radio parce que, justement, on a beaucoup de choses à faire. Et puis, c'est ça. Donc, c'est un autre monde quand on dit qu'on fait de la télé. On a beaucoup de choses à faire. Puis tu le sais parce qu'on a beaucoup de choses à faire quand tu fais du montage. D'ailleurs, on va parler du début de la saison, JF. Oui. C'est tout un début de saison, là. Vous voyez l'équipe entière de la TVC ici. C'est ça, c'est l'équipe. Moi, la production. Directrice, puis Kathleen qui s'occupe du bingo. C'est ça. Ouais. Donc, l'équipe genre de production, c'est nous autres quand même. Puis on le fait, comme je te dis, je le fais en direct. Je demande aux gens d'être indulgents un peu parce que c'est beaucoup de managing. Oui, c'est ça. Mais quand tu as commencé, on a fait les nouveaux dans l'atelier aussi. Ça a été quand même quelque chose à s'adapter. Puis on avait le concept déjà, mais trouver les gens aussi. Après une couple de saisons, c'est justement c'est trouver des artistes. Il y en a beaucoup en Outaouais. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Mais tu sais, quand tu n'es pas nécessairement dans le milieu, là, je ne suis pas un artiste, là, c'est un petit peu plus difficile, mais j'ai
Trace hors visuel qui m'a aidé un petit peu à me suggérer des noms. Puis finalement, là, ben, c'est ça. Là, on en a 3 d'enregistrés. J'en ai une 4e là, qui c'est un oui, mais on n'a juste pas réussi là, à faire rentrer encore dans son horaire avec la nôtre, là, mais ça s'en vient. Fait qu'on a commencé là, avec Annie Perrault qui, elle, fait les sculptures avec des matières recyclées. C'est vraiment spécial qu'est-ce qu'elle fait. Donc, c'est le fun. Moi, ce que j'aime de cette émission-là, c'est quand avec des matériaux comme ça, ça donne un visuel qui est vraiment texturé, qui est vraiment riche. Fait que ça fait des images vraiment le fun, je trouve, pour je dis reportage comme plus documentaire. Pour cette émission-là. Puis après ça, on est allé voir Denis Charette, c'est drôle parce que là, tu as son fils à l'émission aujourd'hui. Ben oui, c'est ça, Danou qui est là. Puis on l'a croisé, puis je me suis dit, Colin, ça serait le fun d'aller le voir. Puis quand j'ai vu qu'il faisait des portes ouvertes, ben je me suis dit, bon, je vais l'inviter. Puis il est venu en studio, donc ça s'est tourné hier. Parce que oui, on va avoir à Studio Libre du monde en studio en direct comme toi, mais c'est sûr qu'avec les contraintes de temps qu'on a aujourd'hui, puis les contraintes de temps et aussi de distance. Il faut dire, on est en Outaouais. Exemple donné, je vais aller chercher un artiste qui est à Montréal. D'ailleurs, j'en ai déjà un en selle pour la prochaine émission. Okay. Il est à Montréal. Donc, on va le faire au téléphone aussi. Ça, c'est une autre affaire qu'on va ramener aussi. Ouais. Le téléphone, on l'utilise peu, je trouve, en télé, parce que c'est pas visuel. Depuis Zoom, là aussi, tu sais, souvent, ceux qui sont à distance, souvent, tu vas voir sur Zoom. Là. Oui, puis là, j'en ai un qui va être en Zoom, là, présentement, qui est pour que je vais enregistrer demain. Donc, on va voir la prochaine émission. Okay. Tout ça, c'est ramener tous les médiums possibles pour aller chercher le plus de monde. Puis, quand tu fais... j'ai été le caméraman pour Dans l'atelier, je n'avais jamais fait encore. Et puis, je me disais, crime, c'est le fun de voir ça, tout ce principe-là de montrer l'atelier. C'est ça qui me fait triper de cette émission-là, parce que c'est capoté de voir l'endroit où les artistes travaillent, parce que c'est... Je sais pas, on dirait qu'ils ont tous... leurs ateliers, on dirait qu'ils ont tout un âme. L'année passée, comme dans le grenier de la maison Kennel, pour Christian Kennel, là, c'était sharp juste d'être là. Je sais pas, il y a une ambiance. Ouais, il y a comme une vie là-dedans. Puis là... Encore une fois cette année, mais c'est ça, Annie, c'est un peu la même chose. Elle aussi, elle a travaillé un peu partout sur sa propriété, mais c'est magnifique là, parce qu'elle habite, le nom du lac m'échappe. C'est Lac McGregor. Lac McGregor, hein. Ouais, c'est super beau, puis ça donne du visuel qui est riche. Puis quand tu es là, on dirait que tu as un peu l'essence des artistes, tu as un peu l'essence de qui ils sont, fait que ça amène une dynamique vraiment différente que de les rencontrer, exemple, à une exposition. C'est pas la même chose. Puis aussi, Denis Charette, même affaire, l'ébéniste, tout ce sur quoi il travaille autour, partout, c'est plein de sculptures. Puis tu regardes ça, tu te dis « Wow, c'est du talent, c'est écœurant. » Puis lui aussi, il est en campagne, puis une maison vraiment spéciale. Ça, là, si vous avez la chance de l'écouter, ce reportage-là, sa maison, c'est flyé. Là, il est allé chercher du bois, du vieux bois, je pense, qui était dans l'eau, ou qui servait pour des barrages, je ne me trompe pas. Oui. C'est toute réserve, là. Je me trompe pas, oui. Me semble. Puis je vois de mémoire, là, mais puis il a fait les poutres de sa maison avec ça. Là, c'est flyé, là, ce qu'il a fait. Puis c'est vraiment chouette. Danou a suivi un peu les traces parce que justement, il a fait son atelier un peu avec... il y a des grandes poutres qui m'expliquaient que, aujourd'hui, on fait des bois, exemple donné 16 pieds, mais lui, il en avait besoin de plus que ça. Fait que ça, c'est des poutres qui se fait... custom made, comme on dit. Mais c'est ça. Fait qu'il faut vraiment voir comment ils font, comment ça marche leur affaire, parce que justement, c'est unique. C'est unique. Ah oui, absolument, c'est unique. Puis, c'est pas tout le monde qui a la chance aussi d'aller là, chez un artiste comme ça. Là, moi, je me considère très chanceux de pouvoir visiter. Il y en a qui font les portes ouvertes et tout ça, comme c'est cool. Là. Mais il y en a d'autres qui sont en campagne, loin, tout ça, puis c'est pas nécessairement accessible, là, tu sais. Donc, non, c'est une chance d'aller les rencontrer là. Puis j'ai fait aussi, je veux dire, Maria Rosa, que je ne me risquerais pas avec son nom de famille. Je m'excuse, Maria. Chehowska. Chehowska. Nom d'origine polonaise. Ouais.
Puis ça, les gens dans Mockingham sont très familiers parce que là, elle a fait 2 murales. Puis les gens, ça, elle est super accessible et que les gens vont la voir puis la voient travailler. Mais, D'ailleurs, c'est arrivé pendant qu'on tournait. Il y a des gens qui sont passés avec leur chien dans un parc et puis c'est beau, quand est-ce que ça va être fait? C'est quoi le principe? Puis elle, contrairement à ce qu'on peut voir des fois chez d'autres artistes, je dis pas qu'ils sont tous isolés, là, mais souvent ils sont loin en campagne, en tout cas ceux qu'on est allé visiter du moins. Là, puis elle, c'est le contraire, elle est comme dans la rue où il y a plein de monde, puis elle carbure à ça, rencontrer les gens, tout ça. Quand elle me racontait ça, je trouvais ça super le fun. Puis en plus, il y a l'informel qui revient aussi. Oui. Donc, une couple d'épisodes qui vont être. Oui, mais là, ça va être une saison un peu plus petite cette année. Là, puis là, c'est ça, c'est pas super avancé parce qu'on a décidé à la dernière minute qu'elle viendrait. On a pensé laisser une pause à l'informel pour la saison automne. Puis finalement, non, on revient. Fait que c'est ça. Fait que puis on commence en force avec Jean Cazot qui revient pour une 3e fois. Oui. C'est la première fois que j'ai un invité qui vient 3 fois, mais la dernière fois, on a touché à peine certains sujets. Puis là, je voulais retourner là-dedans. Même encore, je pense qu'il y en a, encore à dire, c'est clair. C'est croyable. Puis ça se trouve que, bon, c'est la première fois qu'il est venu, c'est l'épisode qui a été le plus regardé là, sur notre chaîne de l'Informel. Merci beaucoup, Jean-François. C'est déjà tout le temps qu'on a. Déjà. Déjà. Parce que là, on a d'autres choses à aller voir. Absolument. Et puis, je vais essayer que ça fonctionne. Tout rentre. Oui, parce que on a quand même des logiciels à opérer. Mais là, je vais vous présenter ce qui est un reportage que j'ai fait, qu'on a fait d'ailleurs ensemble, moi et Jean-François. Et donc, c'est pour présenter le programme Gardons les enfants au chaud de la Maison de la Famille qui est là depuis 14 ans. Et le ministre Mathieu Lacombe était là. Donc, on l'écoute. J'ai collaboré avec la Maison de la Famille, mais je dirais que tout d'abord, comme député de Papineau, puis comme papa de 2 enfants, je sais à quel point c'est important d'être habillé au chaud l'hiver. Puis je sais aussi que c'est pas toutes les familles qui ont les moyens en ce moment, dans le contexte économique qu'on connaît, en plus, de pouvoir habiller convenablement les enfants. Donc, je trouve que c'est une exceptionnelle initiative de la Maison de la Famille depuis déjà 14 ans. Donc, ça me fait plaisir d'y contribuer avec ma voix. Donc, premièrement, mais aussi financièrement, pour nous assurer que les enfants soient au chaud cet hiver. Cette initiative dont on parle, elle existe depuis 14 ans. Donc, que ça aille bien économiquement ou non au Québec d'année en année, c'est une initiative qui doit continuer parce qu'il y aura toujours des familles défavorisées, des familles qui ont besoin d'un coup de main de la communauté pour être capables de bien s'occuper des enfants, par exemple, pour qu'ils soient au chaud pendant l'hiver. Donc, je pense que ça, il faut continuer, peu importe le climat économique. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ça ajoute une couche de défi. L'économie, elle n'est pas ce qu'elle était il y a 2 ans, par exemple. L'inflation, elle est importante. L'épicerie coûte très cher. Même chose pour l'essence. Même chose pour le logement. Donc oui, c'est sûr que comme gouvernement, on en est conscient. On n'a pas le choix parce que les gens nous en parlent régulièrement. Donc, vous nommiez certains gestes qu'on a posés, c'est vrai, mais je pense qu'il va falloir continuer d'en faire plus, spécifiquement pour les gens qui ont vraiment de la misère puis qui en arrachent. Donc, il y a une mise à jour économique, il y a un budget qui s'en vient, puis on n'oubliera pas ces gens-là. Le nombre de familles, c'est 147 puis 260 enfants. L'augmentation a commencé avec le COVID. Puis aujourd'hui, on a encore les séquelles de la COVID, mais les taux d'intérêt ont nous amené des nouvelles familles qui font des demandes. Et les loyers. On voit que c'est en train de changer présentement. Oui, on a toujours nos personnes vulnérables à Buckingham, on a toujours nos personnes qui ont vraiment besoin d'aide, mais ça s'accroît à cause des choses que je viens de vous dire. Notre souper se fait le 21 octobre à la salle des Chevaliers de Colomb. Pour les enfants de 0 à 5 ans, c'est gratuit. 6 à 12 ans, c'est 10 $. Et pour les adultes, c'est 15 $. Il y a 200 billets de disponibles. Pourquoi 200 billets? C'est parce que on pensait qu'il y aurait un roulement pendant le souper, mais le monde aime tellement la soirée puis la musique qu'il reste tout, fait qu'on a une capacité de 200 personnes. Et vous êtes confiant justement que ça va se vendre comme des petits pains qui accompagnent souvent le spaghetti chaud? Oui, ça va. Écoutez, on a déjà des appels, puis il y a déjà du monde qui nous ont réservé des billets. D'après moi, il reste peut-être une semaine, puis les billets seraient vendus. 1 à 2 semaines, les billets vont être vendus. On en a parlé un peu plus tôt avec Jean-François Joannis. Eh bien, c'est
le fils de l'autre, le fils de Denis Charette, qu'on va voir d'ailleurs sur l'émission Dans l'Atelier, qui était avec nous dans nos studios. Alors, je vous présente l'entrevue qui était avec Danou Charette sur Ses portes ouvertes. Danou Charette, merci beaucoup d'être avec nous, Danou. Ça me fait plaisir. Salut. Ben, on s'est rencontrés comme ça un peu par hasard parce que on a fait dans l'atelier sur ton père, Denis Charette, qu'on va voir dans les prochaines semaines. Oui. Et puis, ben, on s'est dit, on va aller voir le fils, on va aller voir la progéniture, l'extension, parce que ton père est sculpteur Tout à fait. plus, et toi, tu es vraiment dans l'ébénisterie, les meubles. Oui. Ça, bon, j'imagine qu'il y a une petite influence du père en arrière de ça. Il y a plus que l'influence du père en arrière, c'est vraiment l'amour du bois qui est résilient dans notre, dans notre génération, dans notre génétique à nous. Là. Je veux dire, j'ai mon père, mais il y a mon oncle aussi qui travaille en construction. J'ai un autre oncle qui est pas de sang, mais qui fait de l'ébénisterie. J'ai mon grand-père aussi qui était bûcheron, en fait. Il avait acheté une terre. Puis il allait scier son propre bois. Fait que ça aussi, ça m'a beaucoup inspiré là-dedans. Quand je disais que tu as bâti ton atelier, tu l'as vraiment fait de tes mains. Oui. Bon, tu m'avais dit que c'était bon, tu n'avais pas grand temps pour la faire, justement. Tu n'avais pas grand-chose à faire d'autre aussi. Bon, pandémie, évidemment, parce que la COVID a arrêté pas mal de choses au niveau de meubles aussi. J'imagine, le bois devait être un petit peu plus difficile à avoir. Cher aussi, j'imagine. Moi, j'étais arrivé à un vraiment bon timing. Vraiment, là, j'ai tout acheté mes matériaux juste avant que les prix augmentent. Puis j'ai été faire ma dernière commande, puis la caissière m'a dit « T'es arrivé juste au bon moment. Demain, on monte nos prix. » Puis ça aurait été une augmentation de 20-30 là. Sur des prix de matériaux, là, c'est pas 30-40 $, c'est 15, 20, 30 000 $ que j'ai investi en matériaux. Ça paraît sur le budget. Hey, j'imagine, parce que là, on s'entend, quand tu as bâti ton atelier, c'est pas petit non plus. Hein? Non. C'est une grosse shop, comme on dit. On rentre là. Ça a combien pour le fun là, de... C'est 24 pieds par 36. Quand même. Oui, avec une petite addition, là, c'est de 8 par 16. Puis j'ai un deuxième étage aussi là, qui fait un 16 par 36. Qui est un peu plus mon espace de bureau, un espace aussi de photos où ce que je peux entreposer mes meubles, d'exposition, tout ça. Là, ça comble cet espace-là. Parce que ça prend de la place quand même, les bâtisses. Faut que ça soit grand parce que là, tu as des machines là-dedans. Et puis, tu as une passion qu'on a découvert, une passion commune pour les machines anciennes, machines des années 20, 30, 40, 50. J'ai vu des choses dans ta shop là, que je regardais et je me dis, mon Dieu Seigneur, c'est quelque chose. Là. Puis tu les ramènes à la vie aussi quand ils ont besoin. Là. Bien, ça vient aussi avec la technique. J'utilise des techniques qui ont fait leurs preuves à l'époque. Et les machines, à l'époque, faisaient ces techniques-là. Donc, néanmoins, j'utilise encore ces machines-là qui font les mêmes techniques que j'utilise aujourd'hui. Je veux dire, on a modernisé un peu plus les techniques au niveau de l'ébénisterie, mais n'en reste que ces machines-là étaient hyper performantes. Là. C'était des machines qui étaient faites pour durer pendant plusieurs années. Et tu mettais un gars là-dessus pendant 10-12 heures par jour. Il fallait qu'elle roule. C'est de la grosse fonte, puis vraiment, c'est pesant. Tout à fait. Puis ça reste là. Quand tu lui présentes un morceau de bois, ça bouge pas, là, ces machines-là. Là. Non. C'est pas comme aujourd'hui. Là. C'est pas comme aujourd'hui, tout à fait. Puis ce qui vient me chercher particulièrement avec ces machines-là, ceux que j'affectionne beaucoup, c'est les machines québécoises. C'est les machines qui ont été fabriquées au Québec. Il n'y en a plus. Ça n'existe plus. Donc, je me suis mis à collectionner davantage ces machines-là parce que c'est un petit plaisir. Là. Oui, j'imagine. Oui. Parlant justement de Québécois, j'avais une question qui me venait en tête quand je pensais à notre entrevue. Oui. À un moment donné, il est apparu dans le monde une certaine compagnie suédoise. Oui. Ça a rentré solide dans le monde de l'ébénisterie. Là. Tout à fait. Parce que c'est quelque chose c'est facile, rapide,
peu dispendieux comparativement à certains meubles. Faire une table, exemple donné, c'est plus dispendieux la faire en gros bois que la faire en mélamine, quelque chose comme ça. Exactement, oui. Ça a changé quoi dans le... Puis comment on se débrouille justement pour faire face à ces multinationales-là qui nous inondent, là. Et je pense notamment à un site web en particulier commençant par A. Oui. C'est quelque chose, là. Oui, tout à fait. J'étais pas à cette époque-là quand le IKEA est arrivé dans ce monde. Je l'ai nommé. Est arrivé dans ce monde, c'était... Mais on voit, je sens encore les répercussions que ça a eu à travers le temps parce que les gens viennent me voir, me disent « Wow, Danou, t'es un ébéniste. Ça n'existe plus, ce métier-là. » Et pourtant, je veux dire, je vois l'intérêt des gens de vouloir pratiquer ce métier-là, mais la compétition est tellement forte qu'ils ont de la difficulté à faire valoir leur propre travail, qui est un travail manuel. Donc, c'est surtout là le gros impact que ça a eu de cette entreprise suédoise-là. Comment on se débrouille, justement? Comment on se démarque dans le monde de l'ébénisterie? Parce que on s'entend, bon, une table, il faut être créatif pour que ça ait un style en particulier, là, pour que ça soit juste carré, là. Tout à fait, tout à fait. Moi, mon petit secret, c'est d'y aller avec mon feeling. C'est d'y aller avec ce qui me fait vibrer en dedans de moi. Puis, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde de le découvrir rapidement. Ça m'a pris quand même quelques années avant de le découvrir. Mais le lien que j'ai avec la nature est tellement fort que j'ai pas le choix de le représenter à travers mon travail. C'est plus fort que moi. Donc, chaque petit détail que je remarque à travers le bois, des trous creusés par les insectes, des nœuds qui ont fissuré mais qui ont laissé une cicatrice dans le bois, c'est le genre de détails que je veux faire ressortir dans le travail, pas éliminer, pas le mettre de côté. Parce que c'est justement, l'industrie ne peut pas se permettre de créer de l'unicité, tandis que l'humain, lui, peut. Elle est vraiment là, la grande différence entre les grandes entreprises et les particuliers. Les artisans, c'est l'amour qu'on a vers la matière qu'on doit mettre de l'avant. Et parlant de matière, t'en as une à l'arrière de toi. Je t'invite à aller chercher cette matière-là. Tu m'as dit, il faut que j'apporte quelque chose. Ben oui. Eh bien, on a apporté quelque chose. On va essayer de le montrer comme il faut à l'écran. Mais bon, ça, c'est l'arrière, oui. Donc, si tu veux juste peut-être un peu le ramener vers toi. Oui, c'est ça. Comme ça. Bon, on parle d'une planche, là, quand même je vais assez... comme ça, c'est oui, mieux. oui, comme ça, c'est comme il faut. On le voit. On voit aussi, d'ailleurs, tu parlais de des traces faites par les insectes. On peut le voir. Il y a des petits trous ici et là. Ouais. Puis ça donne au bois un vécu. Tout à fait. Ça n'a pas l'air flat. Ça a l'air comme vraiment du bois naturel, si on peut dire. Exactement. C'est ce que moi, je retrouve quand je transforme ma propre matière parce que j'ai mon moulin assis, je fais venir du bois et je ne me restreins pas à avoir une certaine qualité de bois. Je prends ce qu'on me donne, puis ensuite, je fais avec. Puis ça, c'est des pièces de bois que j'ai récupérées de différents projets qui pouvaient pas vraiment être utilisés dans une structure de meubles par ces trous, par ces détails-là qui fragilisent un peu plus le bois, mais exposés de cette façon-là sur une œuvre murale, ben, on valorise autant la matière en lui donnant toujours une utilité. Donc, on le regarde, puis on peut constater, évidemment, les lignes noires qu'on remarque ici, là, c'est du travail des champignons. C'est des champignons qui se développent à travers le bois. Puis cette ligne noire-là, en fait, est une ligne de territoire. Donc, il va y avoir un champignon qui s'est développé ici, puis il va tracer délicatement une ligne noire pour, en fait, garder son humidité. Mais on peut la remarquer aussi ici, entre deux sections qui ont... Bon, moi, je le vois, là. Entre deux sections qui ont commencé à se décomposer. Il va y avoir deux familles de champignons ici, en fait. Ah oui. Donc, la ligne ici qu'on voit, c'est une ligne qui va déterminer le territoire entre les deux types de champignons. Donc, il y a vraiment énormément de vie à travers ce morceau-là. Juste ça. C'est incroyable de voir ça. Et tu vas pouvoir montrer ça justement vendredi 6 octobre. Tout à fait. Tu as décidé de faire une porte ouverte. Pourquoi justement? Je vais te laisser Oui, remettre la je vais plaque. remettre ça
Parce que, bon, on s'entend, dans des ébénisteries, c'est rare des portes ouvertes, là. J'ai démarré ce projet-là l'année dernière, en fait, de vouloir ouvrir mes portes au moins une fois par mois, parce que c'est un métier qui fascine tellement les gens que je me suis donné le rôle de rendre ça accessible, du moins à un horaire qui me le permet. Puis depuis le début, j'accueille souvent des passionnés, en fait. C'est des passionnés de l'ébénisterie qui viennent me rencontrer puis qui se posent les mêmes questions que je me suis posées. Comment je peux faire ce métier-là dans un monde, justement, où ce que l'industrie est tellement présente? Mais au-delà de ça aussi, j'accueille la clientèle potentielle qui aimerait découvrir ce que je fais, la façon que je le travaille aussi, parce que c'est super important de comprendre comment le meuble va être travaillé. On peut s'imaginer des choses, mais c'est jamais aussi concret que de le voir. Juste pour la machinerie, je pense que ça vaut la peine. Honnêtement, moi, j'ai été vraiment, comme on dit dans le domaine, flabbergasté de voir un jeune homme dans la vingtaine? Non, je suis trentaine maintenant. Oh, trentaine! Bon, tu le fais pas. C'est correct. Je vais rester jeune toute ma vie, c'est ce que ça veut dire. C'est ça. Et puis, c'est le fun de voir ça, justement, que tu t'intéresses à ces machines-là, à l'histoire aussi qu'il y a là-dedans. J'imagine que tu essaies d'avoir, quand tu vas chercher une nouvelle machine, un petit peu rein d'histoire là, qui est arrivé en arrière. Là. Idéalement. Si c'est faisable. Idéalement, oui. Souvent, les propriétaires peuvent me donner un peu d'histoire sur la façon qu'ils l'ont utilisé, tout ça, mais des fois, ils ne savent même pas. Ils ont acheté ça parce qu'ils avaient besoin d'un outil qui faisait ce travail-là, mais finalement, ils n'achetaient pas l'objet pour l'Antiquité, ils achetaient l'objet pour l'utilité. Tandis que moi, je la jette pour l'Antiquité. Donc, moi, je vais être le livre ouvert qui va pouvoir expliquer quand je vais vouloir les vendre ou peu importe là, d'où vient cette machine-là, pourquoi elle a été construite à cette époque-là et qu'est-ce qui a fait aussi que le travail, puis on n'arrête pas d'en parler depuis le début, mais le travail d'ébénisterie, les machines, comment ça se fait qu'on n'en fabrique plus au Québec? Comment ça se fait que le métier est en train de disparaître au Québec? Donc, c'est tout ça, un bel univers à découvrir. Et si on veut découvrir justement cet univers, c'est où qu'on va? À quelle adresse? À quelle adresse? On peut me trouver sur mon site internet, www.danoucharette.com, et me suivre aussi sur ma page Facebook ou Instagram. Si tu veux me voir à l'action, je prends beaucoup de photos de moi qui est en train de travailler, donc on peut voir chaque étape d'une fabrication. Ça, je mets beaucoup de ça sur ma page Facebook. Et bientôt, je suis en train de le préparer, mais ça va être de faire des Facebook Live pour aller au-delà des portes ouvertes, où ce que des fois, les gens ne peuvent pas nécessairement se libérer un vendredi après-midi. Je souhaite aller vraiment plus loin avec ce concept-là, puis de me filmer en pleine action sur du travail que je suis en train de faire. Par exemple, je suis en train d'assembler un meuble, je suis en train de sélectionner du bois. Puis on va sûrement m'entendre parler aussi sur comment je le fais, pourquoi je le fais de cette façon-là, ce qui va enrichir énormément, puis éduquer aussi les gens par rapport à ce métier-là. Oui, Danouche Charette, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là pour la première de Studio Libre. Et on va se refaire ça jeudi en direct. Mais d'ici là, eh bien, on va être en reprise ici et là dans la grille horaire, un peu partout, ici et sur ma TV Outaouais.